Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique Lausanne. Je m'appelle Mathias Thalmann et je suis en compagnie de Yanis Amodru du blog Helvetia Historica. Aujourd'hui, on va aller sur les traces des mythes fondateurs de la Suisse. C'est quoi le programme? Tout d'abord, on va se diriger à Berne pour quelques explications et puis ensuite on ira en Suisse centrale à la découverte des différents mythes fondateurs de la Suisse. Les 4 mythes fondateurs prennent pour théâtre la Suisse centrale. En allemand, on appelle ces récits sous le terme de Befreiungstradition. C'est un terme qu'on pourrait en fait traduire par la tradition de la libération. Et on estime que l'ensemble de ces récits ont circulé de façon orale au cours du XVe siècle. Et puis, il faut attendre à peu près 1470 pour qu'on trouve les premières traces écrites de ces mythes dans un ouvrage qui s'appelle le Livre blanc de Sarnen, qui a été rédigé dans ce qui était à l'époque le demi-canton d'Obwald. Au risque de faire des déçus, ces récits ne sont en réalité que des légendes. Par contre, ils ne sont pas apparus par hasard dans le contexte du XVe siècle. Ils ont servi à créer le sentiment d'une histoire commune entre les différentes populations de Suisse centrale, à désigner un ennemi commun et puis à se fabriquer, à se désigner des chefs héroïques, comme par exemple le fameux Guillaume Tell ou Winkelried. Et dans le contexte toujours du XVe siècle, il faut bien comprendre que les communautés rurales, les cantons de Suisse centrale, cherchent peu à peu à justifier leur indépendance par rapport aux puissances étrangères. En Suisse comme ailleurs, il existe un ensemble de mythes fondateurs qui visent à présenter un récit des origines de la nation. Et d'ailleurs, certains d'entre eux sont très célèbres. Comme par exemple le pacte du Grutli ou bien Guillaume Tell. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, ce genre de récit vise à présenter des événements sous un jour plus ou moins héroïque, dans le but de faire remonter les origines de la nation dans un passé très reculé, pour en justifier l'existence. Et puis, tous ces mythes visent aussi à répondre à une question que toute communauté se pose finalement. Et cette question, c'est d'où venons-nous? Alors évidemment, la réponse qu'on apporte n'est de loin pas neutre. Et à mon avis, il vaut la peine de se plonger dans les récits des origines de la Suisse, dans le but de démêler la légende de l'histoire. Au XVIIIe siècle, une découverte inattendue se produit. On retrouve un pacte daté de 1291. Mais en fait, il s'agit du renouvellement d'une alliance entre plusieurs communautés rurales de Suisse centrale dans le but de défendre la paix dans la région et aussi de se prêter assistance en cas de besoin. Mais en fait, au Moyen-Âge, ce type de document est vraiment très répandu et il ne faut absolument pas le considérer, ce pacte, comme l'acte de naissance d'une nation. Par contre, ce qu'on peut reconnaître, c'est que le pacte et surtout les extensions qui vont suivre vont lier d'une part des communautés rurales avec d'autre part des villes comme Zug ou Lucerne, ce qui est extrêmement rare. Et puis, le pacte va sceller une alliance qui s'avérera tout particulièrement durable. Pourtant, on entend souvent dire que le pacte de 1291 prouverait l'existence du serment du Grutli. Mais en fait, c'est une interprétation hasardeuse, étant donné qu'on cherche plutôt ici à faire coïncider le mythe avec les événements historiques qui, eux, sont attestés. Et la date du 1er août elle-même est un peu problématique dans la mesure où le pacte s'achève sur un vague fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août. Et du coup, il s'est passé quoi le 1er août 1291? Eh bien, probablement pas grand-chose de plus extraordinaire que le 31 juillet de la même année. En tout cas, personne ne s'est réuni sur une prairie dans le but de créer consciemment une nation. C'est tout à fait un mythe. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au XIIIe siècle, toute la région qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Suisse centrale connaît des transformations majeures, que ce soit sociales ou économiques. À ce moment-là, on ouvre une route dans le massif du Gothard, ce qui va permettre d'intensifier les échanges entre le nord et le sud de l'Europe. Toute la région va s'enrichir et les élites locales vont chercher à étendre leurs possessions territoriales.
fait, c'est véritablement en 1891 que le pacte va connaître la célébrité. Cette année-là, on décide de fêter en grande pompe le 600e anniversaire de la Confédération, en considérant que le pacte est la trace la plus ancienne d'une alliance entre les différents cantons. L'idée se répand au même moment que le pacte serait la preuve de l'existence du serment du Grutli, et 4 ans plus tard, le 1er août était considéré comme le jour de la fête nationale. Mais il faudra attendre le début des années 90 pour que le 1er août soit un jour férié officiel à travers toute la Suisse, après l'acceptation d'une initiative populaire par l'écrasante majorité des citoyens. Guillaume Tell, en fait, est au cœur de l'un des mythes fondateurs de la Suisse. Au début du XIVe siècle, il aurait refusé de saluer le chapeau du bailli Gessler, un représentant du pouvoir princier habsbourgeois, ce qui était vraiment contraire aux usages pour l'époque. Donc le bailli est vraiment furieux et décide de lancer un défi à notre héros Guillaume Tell. C'est quel genre de défi? En fait, Guillaume Tell doit placer une pomme sur la tête de son fils et en un seul tir d'arbalète la viser. Sinon, eh bien, il sera mis à mort. Mais il y parvient? Oui, il arrive contre toute attente à remporter son défi, mais en fait le bailli est un peu méfiant et puis il remarque que Guillaume Tell dissimule sur lui un second projectile qu'il réservait pour tuer le bailli s'il avait échoué. Donc le bailli est d'autant plus hors de lui qu'il ordonne l'arrestation immédiate de Guillaume Tell, qui est emmené par les hommes du bailli à destination de la prison locale. Mais pour parvenir dans cette prison, eh bien, il faut traverser le lac des 4 cantons. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens s'embarquent sur un petit navire et puis à ce moment-là, un véritable miracle se produit, une tempête éclate, les eaux s'agitent et puis la petite embarcation devient littéralement hors de contrôle. Ce qui fait que Guillaume Tell, qui connaît bien la région évidemment puisqu'il y vit, prend les commandes de la barque et parvient gentiment à se rapprocher du bord. Et une fois qu'il arrive près du rivage, il saute hors de l'embarcation et la repousse vers le large, ce qui fait qu'il voit disparaître à l'horizon ses ennemis. Il est désormais libre. Et puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'une chapelle s'élève à l'endroit supposé de cet épisode, bien entendu, légendaire. À Altdorf, le chef-lieu du canton d'Uri, s'élève aujourd'hui une imposante statue de Guillaume Tell qui représente en quelque sorte les prouesses légendaires de notre héros et symbolise à la fois la lutte pour l'indépendance et le désir de se lever face à l'oppression. Cette statue a été inaugurée en 1895, c'est-à-dire quelques années seulement après les célébrations du 600e anniversaire de la Confédération. Et puis en fait, malgré sa taille imposante, elle ne parvient pas à faire oublier que nous ne possédons aucune preuve historique de l'existence de Guillaume Tell. On se retrouve sur la prairie du Grutli. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé ici? Oui, la prairie du Grutli est vraiment au centre de l'un des récits fondateurs. Si tu veux, c'est ici que se seraient réunis, toujours selon le mythe évidemment, des représentants des différentes communautés rurales d'Uri, Schwyz et Unterwald. En fait, comme Guillaume Tell, ils en avaient assez du pouvoir des baillis habsbourgeois et donc ils se seraient rassemblés pour jurer de débarrasser la région de toute influence étrangère. Et Mathias, tu connais ce signe? Non, mais je connais celui-là. Ouais, alors ce que je vais te raconter, c'est un peu différent en fait. Tu sais, aujourd'hui encore, dans nos institutions, il existe des prestations de serment. Par exemple, quand les conseillers fédéraux sont élus ou réélus, ils lèvent ses 3 doigts, le pouce
l'index L majeur, dans le but de jurer qu'ils vont honorer leurs fonctions. Mais ce signe n'est pas du tout anodin parce qu'il représente la Trinité, et puis c'est en fait en quelque sorte une façon de prendre Dieu à témoin. Il est possible de lui échapper par contre en lui préférant une promesse solennelle comme l'a fait Simonetta Sommaruga. Ah, mais c'est comme le même principe qu'aux États-Unis où ils mettent la main sur la Bible. Voilà, si on veut, ouais. Mais on sait ce qu'il a fait après? Oui, alors en fait, après tout ce qui s'est passé, Guillaume Tell, il a une seule idée en tête, c'est se venger. Donc il va venir ici, le long de ce qu'on appelle le chemin creux, et attendre le passage du bailli. Et une fois qu'il voit arriver le bailli Gessler, il se jette sur lui et l'assassine. Donc là, véritablement, la victoire pour Guillaume Tell est totale. Alors là, on est actuellement dans les ruines du château de Gessler. Tu peux me dire ce qu'on fait là? Oui, alors en fait, les mythes fondateurs de la Suisse ont cette particularité de mettre en avant l'idéal de liberté qui serait commun aux différents habitants de Suisse centrale. Et donc le troisième récit utilise cette thématique-là. Donc les communautés, comme on a pu le voir avec Guillaume Tell et avec le serment du Grütli, en avaient assez du pouvoir des baillis habsbourgeois, et donc ils décident de détruire leur château, symbole finalement d'oppression. Ils viennent ici et incendient le château de Gessler. Mais est-ce qu'on a des preuves de tous ces événements ou pas du tout? Alors justement, les archéologues ont démontré que les châteaux n'avaient pas été détruits, mais simplement abandonnés au fil du temps. On trouve dans la région plusieurs exemples, et puis d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique dans ce contexte local, mais qui se retrouve à d'autres endroits en Europe. T'es pas trop fatigué toi? Écoute, moi ça va, je suis encore en forme. C'est vrai, pour m'amener dans un champ comme dernier endroit, t'aurais pas pu trouver mieux? Ouais, mais c'est pas n'importe quel champ, tu verras. Il s'est passé quoi ici? Eh bien en fait, le dernier mythe fondateur dont on va parler aujourd'hui, eh bien, se passe à Sempach, ici, dans le canton de Lucerne. En 1386 a eu lieu une bataille très importante pour l'histoire de la Suisse. Et c'est aussi un mythe encore? Non, alors ça justement, c'est pas un mythe. Cette bataille a bel et bien eu lieu en 1386 donc. En fait, à ce moment-là, le canton de Lucerne, qui était déjà membre de la Confédération depuis plusieurs décennies, cherche à se libérer de l'influence des Habsbourg. On les retrouve encore une fois. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, essayer de se dégager de cette influence-là. Mais le duc d'Autriche, Léopold III de Habsbourg, ne compte pas renoncer à ses droits. Alors il rassemble ses troupes et cherche à affronter les confédérés qui sont 2 fois moins nombreux. Donc il part avec une avance confortable et peut espérer remporter la bataille. Mais de façon assez incroyable, ce sont les confédérés qui vont gagner. Et vu que ça s'est quand même passé, c'est quoi le rapport avec les mythes? Eh bien, le mythe commence au moment où intervient un certain Winkelried, un soldat qui se serait jeté sur les lances ennemies pour créer une brèche dans les troupes des Habsbourg et permettre à ses compagnons de remporter la bataille. Mais ça, évidemment, ça n'a jamais eu lieu et c'est là qu'intervient le mythe. Merci beaucoup Yanis, c'était super intéressant. J'ai beaucoup apprécié de voir les choses que tu m'as racontées sur place. Avec plaisir, j'espère que tu as appris 2 ou 3 choses. J'espère aussi que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des sujets qui vous intéressent pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se voit très vite pour un nouvel épisode. Bisous!